Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers Nikon. J'ai eu la chance de prendre en main pour un test d'une courte durée mais quand même instructif, deux nouvelles optiques qui sont sorties tout récemment. D'un côté le Nikkor 400 à ouverture 4.5 et de l'autre côté, un gros tromblon, le Z800 à ouverture f6.3. Vous allez voir que c'est deux objectifs avec deux domaines d'action assez différents qu'on va pouvoir examiner ensemble. Allez, c'est parti pour le test. Alors examinons, si vous le voulez bien, dans un premier temps le 400. Alors c'est un objectif un peu intermédiaire, on est sur une ouverture, on va dire pas tout à fait pro, comme un 400-2.8, mais à un poids et un prix un petit peu plus contenu quand même, puisque je vous le rappelle, le 400-2.8 que j'ai testé sur la chaîne, que vous trouverez en lien ici, avoisine les 15 000 euros. Là on est sur un tarif conséquent, presque 3 700 euros, avec une ouverture f4.5, qui est quand même pas l'ouverture 2.8, loin s'en faut, mais qui est assez intéressante et qui est au-delà des ouvertures 5.6 que l'on a généralement sur des zooms de qualité un petit peu plus modeste. Le but, ça va être à la fois de voir si cet objectif tient ses promesses au niveau de la qualité optique, ce dont je ne doute pas beaucoup, mais aussi comment il se comporte sur le terrain, puisqu'on a un objectif qui est censé être plus léger, beaucoup plus maniable, et je vais aussi le comparer à mon 200-500, qui certes est ancien, qui a une ouverture 5.6, mais qui a le mérite aussi d'être à un prix beaucoup plus abordable, à 1600 euros. Mais là n'est peut-être pas son vrai concurrent dans la gamme Z Nikon, puisque le 100-400, que j'ai testé d'ailleurs récemment sur la chaîne, lui fait vraiment beaucoup d'ombre, je trouve. On a un objectif qui est presque 700 euros moins cher, qui a la polyvalence d'un zoom de 100 à 400. Alors certes, l'ouverture à 400 n'est que de 5.6 au lieu de 4.5, 2 tiers de stop de différence. Par contre, vous avez une ouverture f4.5 à 100 mm et en termes de poids et de dimension, on est à peine 100 grammes plus lourd, à 1,350 kg au lieu de 1,250 kg, et en dimension, on est sur quelque chose de très semblable, le zoom étant même un tout petit peu plus petit que la focale fixe. Alors le constat que j'ai fait lors des premières prises de vue, c'est d'abord une maniabilité et un poids très contenu, et surtout, ce qui est encore plus important, un centre de gravité qui s'est rapproché du boîtier. Ce qui fait que c'est un objectif que l'on a vraiment très facilement en main, qui ne fatigue pas, que l'on peut utiliser pendant de longues minutes à main levée sans aucune arrière-pensée, et ça change beaucoup la donne. C'est très différent du 800 bien sûr que l'on va voir tout à l'heure, mais aussi du 200-500 qui somme toute pour une focale relativement proche, il y a peu d'écart entre un 400 mm et un 500 mm, eh bien vous avez vraiment une très grande différence de qualité d'utilisation, de confort d'utilisation. On peut réellement suivre des oiseaux en vol avec ce 400 mm, on peut l'utiliser longuement sur un bord de stade sans aucune fatigue, enfin sans trop de fatigue, mais c'est vraiment assez différent des optiques plus traditionnelles, que ce soit le 400-2.8, que ce soit le 200-500 ou même le 800-6.3. Alors on va s'intéresser maintenant à la qualité optique intrinsèque de cet objectif, ce 400 mm, en prenant comme point de comparaison le 200-500. Alors là, je suis sur une visée dans le lointain, la montagne, le Puy-de-Dôme est à environ une vingtaine de kilomètres. Alors il faut bien prendre conscience qu'avec ces gros téléobjectifs, si c'est effectivement très facile de se rapprocher de la cible, on est aussi contraint par la clarté de l'air, le voile atmosphérique et les turbulences, en particulier l'été quand il fait chaud, sont vraiment à prendre en considération. Première chose, on voit là la différence de cadrage entre un 500 mm, vous voyez qu'on se rapproche un petit peu plus de la cible qu'avec le 400 mm. On va agrandir tout ça et le mettre à peu près à la même échelle pour comparer les qualités optiques des deux objectifs. Voilà, alors là je suis un petit peu plus agrandi, je suis à 170% d'un côté et 130% de l'autre. Et on voit déjà que bien sûr le voile atmosphérique et la chaleur dégradent l'image. On a des petites ondulations qui ne sont pas liées à une déformation de l'objectif, mais bien cette perturbation liée à la chaleur de l'atmosphère.
mais on peut quand même s'apercevoir très très légèrement que le 400 mm, malgré un facteur de rapprochement moins important et donc un crop plus important, garde une toute petite avance au niveau micro-contraste et définition par rapport au 200-500. Et pourtant, je suis là à la pleine ouverture sur les deux objectifs. On voit d'ailleurs à ce sujet, puisqu'on est aussi sur le même ISO, on est à 100 ISO de chaque côté. On voit que là, on gagne un petit peu en vitesse. On est au 1/1600e contre 1 millième. Cette ouverture à 4.5 permet de conserver des vitesses un peu plus importantes. Et dans certains cas, c'est vraiment crucial. On a quand même quelque chose qui est assez proche, hein. On a grandi à 130% d'un côté, 170 de l'autre, donc vous voyez c'est quand même un agrandissement très fort. Si on remet ça dans un contexte plus normal, les deux images sont vraiment très très proches et on a assez peu de différence, somme toute, sauf bien sûr cette maniabilité, ce poids, cet encombrement et cette ouverture qui sont un petit peu différentes. On va voir sur un élément plus proche qui ne sera pas perturbé par justement l'atmosphère un peu chaude d'été. Un élément qui est beaucoup plus près, on est environ à 30 ou 40 mètres, donc là le voile atmosphérique ne va pas dégrader l'image du tout. On voit toujours cette différence de rapprochement du sujet entre un 500 et un 400. On est toujours à la pleine ouverture, 4,5 d'un côté, 5,6 de l'autre. On voit bien la différence de vitesse que cela peut engendrer, 1/1250e d'un côté contre 1/800e. Alors là, le sujet est totalement immobile, donc il n'y a absolument aucune importance, si ce n'est le flou de l'opérateur. Bon, moi je ne bouge pas beaucoup, donc il n'y a pas de flou. Et par contre, c'est vrai que sur des sujets très mobiles, comme des oiseaux, déjà 1/800e, ça peut être un petit peu juste. Si on veut rester à 100 ISO. Donc il va falloir tout de suite monter, même en plein soleil, là on est vraiment en plein soleil, donc vous voyez quand même que cette ouverture peut être une contrainte, et le fait de gagner un petit peu, ça peut aider aussi à certains moments. Alors ensuite, si on va voir un petit peu plus grand, quelle est la qualité optique à courte distance ? Je suis à 130% d'un côté, 170 de l'autre pour avoir à peu près le même agrandissement à l'écran, et on constate bien qu'il y a très peu de différence. Un très léger micro-contraste, mais alors là vraiment ça à la marge, à la faveur du 400 mm, c'est pas là-dessus que vous allez faire une différence. Les deux images seront vraiment de bonne qualité. Ce 200-500, même s'il n'a pas une cote exceptionnelle auprès des photographes, parce qu'il est un petit peu gros, un peu lourd et déjà un petit peu vieux, et puis surtout que c'est pas une monture Z, mais si vous avez cette optique-là, au niveau de la qualité optique, vous n'allez pas changer la qualité de vos fichiers en prenant une nouvelle optique. C'est vraiment autre chose qui va faire la différence. On va voir maintenant au niveau du flou d'arrière-plan, le bokeh, quelles sont les différences qu'on peut attendre entre ces deux objectifs de génération différentes et de prix différents. Alors voilà un exemple qui est assez parlant, toujours 500 mm d'un côté, 400 de l'autre, toujours pris du même endroit, on a toujours les mêmes différences de vitesse à ISO identique, et on a quand même une différence de bokeh. Vous voyez le flou d'arrière-plan, je le trouve plus crémeux, plus séparateur des plans entre le premier plan ici et l'arrière-plan, plutôt qu'avec le 400 mm. C'est pas rédhibitoire, loin s'en faut. D'ailleurs il faudrait, pour que ça soit parfaitement rigoureux, que je me rapproche avec le 400 mm pour avoir exactement le même cadrage, et on conserverait une toute petite différence de bokeh, de fondu d'arrière-plan, qui restera un petit peu plus fondu sur l'arrière avec le 500 mm qu'avec le 400. J'ai d'ailleurs fait à peu près les mêmes constatations lorsque j'ai comparé le 200-500 au 100-400. Donc on a à peu près les mêmes fondus d'arrière-plan sur le 200-500, et le 100-400 est très bon avec un arrière-plan qui est un tout petit peu plus présent, encore un petit peu plus présent d'ailleurs que le 100 f4.5. Au niveau de la qualité optique, si on va chercher dans les cheveux par exemple, c'est toujours un bon indicateur. Et là on retrouve un petit peu ce qu'on a vu sur les précédentes photos, à savoir un tout petit, mais alors tout petit davantage sur le 400 mm au niveau du piqué et de la définition par rapport au 200-500. Oui, c'est vrai, les cheveux sont un tout petit peu plus séparés, on a vraiment quelque chose qui est très précis.
Et une fois de plus, la hiérarchie est tout à fait respectée. Si on compare le 200-500 de ce coup-ci au 100-400, eh bien, on s'aperçoit que le 100-400 est meilleur, comme le 100 à ouverture f4.5. C'est les deux optiques les plus récentes sont meilleures à la fois au centre, sur les angles, où c'est encore plus marqué. Alors en conclusion, ce 400Z à ouverture 4.5 est une grande réussite. Les qualités optiques sont optimales, au maximum de ce que l'on peut avoir à l'heure actuelle. Le poids et l'encombrement, eh bien, c'est vraiment là aussi un gros atout. Vous voyez qu'il est à peu près du même encombrement qu'un 70-200 de 8, c'est pas peu dire, donc très agréable à utiliser sur le terrain. Il n'empêche que je me pose la question de la concurrence du zoom 100-400Z qui a pratiquement les mêmes qualités optiques, simplement une ouverture de 2/3 de step inférieure. Est-ce que ça vaut vraiment le coup si on a un 100-400 d'acheter un 400-4.5? Non. Est-ce que si on a un 200-500, ça vaut le coup d'acheter un 400? Oui, au niveau du poids et de l'encombrement, non au niveau des qualités optiques. Bref, il va falloir bien réfléchir en fonction de ce que l'on a déjà dans sa besace et de ses envies et de ses besoins pour savoir si on doit acheter cette optique. Allez, on passe au 800. Alors si le Z400 f4.5 est relativement facile d'utilisation, on l'a très bien en main et il est très léger, le 800 mm on change d'univers. C'est vraiment une focale extrêmement longue, que l'on a d'ailleurs assez peu l'habitude d'utiliser. Moi personnellement je n'ai jamais eu de 800 mm. Un 800 mm c'est un objectif qui s'apprivoise. On a un champ de vision qui est très restreint, donc lorsque vous êtes par exemple sur un stade de foot, à 800 mm, si votre joueur est un petit peu trop près de vous, vous ne l'aurez pas entier. Il faut vraiment qu'il soit déjà dans la deuxième partie du terrain pour avoir un plein cadre sur la cible. On s'adresse plus particulièrement à tous les gens qui font de la chasse photo. Il est clair que pour des oiseaux un peu petits ou même des mammifères un petit peu lointains, on a vraiment un outil formidable. Attention toutefois, et c'est là une des grandes limites de ce téléobjectif, on est sur une ouverture 6.3. Alors 6.3, même en plein soleil, vous allez le voir dans les exemples qui vont suivre, on monte assez vite en sensibilité. Alors certes, les boîtiers ont fait des progrès, hein. J'ai utilisé ce 800 avec le Z6 II et le Z9. On peut monter sur ces boîtiers assez facilement en sensibilité, plus avec le Z6 qu'avec le Z9. Il faudra que d'ailleurs que je vous fasse une petite vidéo comparant ces montées en sensibilité parce que on pourrait avoir quelques surprises. Mais en tout cas, ce 800 exige, y compris en pleine lumière, déjà de monter assez rapidement entre 500 et 800 ISO. Imaginez bien que au lever du jour, lorsque vous êtes en train de découvrir la nature qui s'éveille et un chevreuil ou un cerf qui surgit de l'orée d'un bois, vous allez très très vite vous retrouver à 6400, 12800 ISO. Et là, n'attendez pas non plus des miracles des boîtiers actuels, surtout si vous devez cropper un petit peu pour vous rapprocher encore un peu plus. Allez, passons à l'analyse de la vitesse d'autofocus de ce 800 mm. Enfin, je devrais plutôt dire le couple boîtier-objectif que l'on va utiliser parce qu'il y a des nuances importantes à considérer. J'ai fait les tests avec un Z6 II et un Z9 et il y a quand même des différences entre les deux boîtiers. Le Z6 II a une batterie un petit peu moins puissante que le Z9 et ça se ressent un petit peu dans la vitesse de suivi. On va le voir ici. Donc là, j'ai pris une sensibilité plus importante, 800 ISO, pour avoir une vitesse de prise de vue importante, pour pas avoir de flou lié à cette vitesse d'obturation. Et on s'aperçoit quand même que si au départ c'est parfait, à certains moments, le Z6 n'a plus la capacité à suivre exactement le sujet. Après ça revient, il y a des petits effets de pompage, enfin c'est pas des effets de pompage, c'est simplement que le moteur n'a pas la puissance, l'énergie plus exactement suffisante fournie par la batterie du Z6 II pour être complètement linéaire à tout moment. Et il revient relativement rapidement, donc c'est pas catastrophique. Vous voyez, on arrive maintenant à un bon résultat, mais j'ai constaté assez régulièrement ces petites hésitations, ce manque de suivi que je n'ai par contre absolument pas constaté avec le Z9, ce qu'on va voir tout de suite.
Donc même endroit et même conditions, hein, si ce n'est que j'ai changé le boîtier, je suis passé sur le Z9. Et là, si on prend la série complète, je vais passer très vite parce que ça a quand même que peu d'intérêt, on s'aperçoit que le suivi est parfait, et ceci vraiment jusqu'au bout. Là, je vous avance très très vite les images. Vous voyez, il n'y a pas de problème particulier de suivi. Le Z9 est capable, en tout cas en mode photo, de suivre parfaitement, y compris des véhicules, des sportifs, enfin dans toutes les conditions. Plus que le Z6, il y a quand même une petite nuance, il faut en tenir compte. Si vous avez besoin d'avoir vraiment un AF au top, il faut penser à prendre un boîtier qui soit capable d'alimenter les moteurs et d'avoir ce suivi, de faire bouger les lentilles assez vite. Mais le Z6 II a quand même avoué ses limites, même avec le 400 mm 4.5, en particulier quand il y a un obstacle qui arrive dans le champ, vous allez voir. Et là, avec un peu de retard, on a une perte de l'AF, et il lui faut un petit peu de temps. Voilà, il faut 3, 4, 5 images pour revenir et se remettre au point. Ça, avec le Z9, c'est immédiat, on n'a pas ce temps d'attente comme avec le Z6 II. En vidéo, on retrouve exactement le même comportement sur le Z9 au niveau de l'autofocus. Là, je filme en 4K 120 images par seconde, ce qui permet vraiment de discriminer complètement l'AF. Et vous voyez que le suivi est parfait, les sujets sont tout à fait nets, c'est très très agréable. De plus, en paramétrant son boîtier correctement, on a vraiment exactement la cible qui reste parfaitement nette, y compris lorsqu'il y a des éléments perturbateurs qui passent dans le champ. Et bien sûr, on a toujours ce suivi d'AF vraiment formidable. Autre point très positif avec ce 800 mm, mais c'est l'apanage des très longues focales, on isole complètement son sujet, mais l'opérateur lui aussi est totalement isolé et ne perturbe pas la scène. Alors pour aller au bout de la démarche, je suis même passé en mode DX, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 2,3 la focale pour arriver à 1840 en 120 images par seconde, et là on arrive quand même aux limites de la F, vous voyez, le point n'est pas tout à fait net si j'arrête l'image, d'autres fois ça revient un petit peu plus net. Bon, là on est vraiment sur des focales très 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 longues, et on arrive vraiment aux limites de ce que l'on peut faire même avec un Z9. Bref, je pense que c'est un objectif qui est exceptionnel en qualité. Je pèse mes mots, il est vraiment très 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 bon. J'ai été surpris par le rendu, le piqué, la netteté, c'est formidable. Mais deux choses à prendre vraiment en considération. D'une part, le champ extrêmement réduit de vision et de captation d'image. Et puis, cette ouverture qui est quand même pénalisante dans certains cas, lorsqu'on a peu de lumière, il faut aussi là en avoir tout à fait conscience. Là aussi, c'est un objectif qu'il va falloir apprivoiser. C'est certainement dans les derniers objectifs que j'ai testés, que ce soit le 100-400, le 400-2.8, le 400-4.5 et donc ce 800-6.3, c'est certainement celui qui pourrait me tenter le plus parce qu'il permet d'abord de s'éloigner totalement des sujets, et ça c'est vraiment à prendre en compte, comme vous allez pouvoir le voir sur les images qui suivent, ça ne le perturbe plus, bien souvent il ne se rend même pas compte que vous êtes là, donc ça donne des photos extrêmement naturelles. La profondeur de champ, je vous le répète, est réduite, donc on a aussi des flous d'arrière-plan qui sont très intéressants, même à 6.3. Non, la seule chose qui me freine un petit peu, c'est d'abord le prix. J'aurais aimé un objectif de 4 000 à 5 000 euros à peu près. Plus de 7 000, ça commence déjà à faire vraiment tousser, y compris pour les gens comme moi qui travaillent avec leur matériel. Voilà les amis, on arrive un petit peu à la conclusion, à la fin de ce mini-test de ces deux super téléobjectifs. J'ai pris beaucoup de plaisir à les utiliser, avec d'un côté une grande maniabilité sur le 400 et puis de l'autre un téléobjectif vraiment spectaculaire au niveau de la focale, un 800 mm, vous vous rendez compte, c'est vraiment surprenant même à utiliser à certaines fois. Et c'est pas fini, il y a encore pas mal de nouveautés qui arrivent à partir du mois de septembre. On va continuer de développer un petit peu tout ça. J'ai aussi d'autres envies, vous allez voir, peut-être vous serez surpris, il y a quelques nouveautés qui vont arriver sur la chaîne, si tout se passe bien. J'espère pouvoir vous montrer ça durant l'automne. En attendant, à très vite sur la chaîne, et je vous souhaite une très bonne fin d'été. Ciao!